Bonjour à tous et bienvenue chez Christie's pour cette exposition exceptionnelle de Valérie Maltaverne, Imer et Malta. On a la chance aujourd'hui de pouvoir découvrir l'univers exceptionnel d'une créatrice mais aussi d'une artiste. Et vous avez l'occasion de voir déjà les Belles de Nuit qui sont juste à côté et aussi dans l'autre partie toutes les créations de Valérie Maltaverne. Alors aujourd'hui on va s'intéresser particulièrement à ses débuts, c'est-à-dire le cinéma, comment elle est passée d'un secteur d'activité complètement différent au métier d'art. Et on a la chance d'avoir avec nous, alors Valérie bien évidemment, mais aussi Monsieur Jaume, qu'il a rencontré pendant cette période du cinéma, de la télévision, du dessin animé. Et si vous pouviez nous dire quelques mots pour vous présenter, s'il vous plaît. Alors moi me présenter, j'ai pas... C'est moi qui vais présenter Oui, Pierre. voilà. Donc Pierre a d'abord été a une longue carrière dans le monde du cinéma et de la télévision. Et il a entre autres produit la série Tintin pour Canal+. Et ensuite il a été directeur des productions à France 2. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré Pierre Bertrand Jaume de son full name. Voilà. Merci beaucoup Valérie. Alors Valérie, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivée dans le cinéma? Quel était votre Alors c'est votre vraiment parcours? parce que le vent m'a poussé par là. C'est un matin, voilà, je me suis levée. Le soir, je suis partie à une soirée et j'ai rencontré une personne qui m'a dit « Mais Valérie, j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper de toute la communication de ma société qui œuvre dans le cinéma. » Et le soir même, le lendemain même, je rentrais au sein de sa société. Et au fur et à mesure, quelques mois plus tard, j'ai monté ma propre société, parce que j'ai un caractère qui fait que, voilà. Et je me suis vraiment très amusée dans le monde du cinéma. Ça a été magnifique pendant 15-20 ans. Et puis à un moment, j'en ai eu un peu assez de ce monde. Et j'ai préféré partir dans le monde du dessin animé. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Pierre Bertrand Jaume, qui soit c'est moi qui commence, soit c'est toi qui commence pour raconter. C'est toi qui vas commencer. Je vais commencer. Moi je trouve que ce qu'il y a de plus marrant dans la vie, c'est quand même le hasard et les rencontres. Puis quand on fait des rencontres par hasard, c'est encore mieux. Et parmi les gens qu'on rencontre, il y en a qui sont les plus fascinants, c'est surtout pas ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est au contraire ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui se donnent les moyens de l'avoir. Et tout ça s'était réuni chez toi quand on s'est rencontrés. Alors c'était un vrai hasard parce qu'on n'aurait jamais dû se rencontrer puisque le projet que tu m'avais fait parvenir est un projet qui était très bien mais qui ne correspondait pas du tout à ce qu'on cherchait. Bon, donc je t'ai appelé pour dire écoutez, c'est formidable, mais voilà, on ne va pas faire ça parce que telle et telle raison. Et puis, je ne sais pas ce qui t'a pris, mais tu t'es bien débrouillé d'ailleurs parce que tu as franchi les barrages des secrétaires, des standards et tout ça. Et puis un beau jour, ma secrétaire me dit bon écoutez, monsieur Bertrand, il faut faire quelque chose parce que cette personne va à tout prix vous voir. Et alors on était en train de restructurer la chaîne qui était France 2 à cette époque-là. Et finalement, j'avais absolument pas de rendez-vous, pas de temps. J'ai dit écoutez, ma secrétaire, proposez-lui qu'elle vienne le matin à 7h. Je dis peut-être que je vais être tranquille comme ça. Et effectivement, le lendemain matin à 7h, Valérie était là. Voilà. Alors déjà, ça donne une petite idée. Alors ça m'a un peu soufflé parce que moi je pensais qu'elle m'enverrait promener, mais écoutez, monsieur, c'est pas sérieux. Ah non, elle était là et donc elle a pu défendre son projet. Effectivement, c'est toujours mieux de défendre ses projets soi-même plutôt que d'envoyer des dossiers. Ça c'est certain. Et puis ça a été aussi une rencontre avec une personnalité parce que effectivement, on ne voit pas derrière les liasses de papier, on ne voit pas qui sont les gens. Et là, tout d'un coup, j'avais Valérie en face de moi. Donc, j'avais qu'à te dire un peu à carreau quand même. Hein, voilà. Et donc, on a discuté un moment, puis j'ai dit, bon, on ne va pas rentrer dans le détail de la série, c'était une série extrêmement intéressante, puis ça consistait à demander à des grands dessinateurs de BD, alors de tête, tu en trouveras d'autres, mais il y avait Moebius, il y avait Drouillet, il y en avait d'autres, de faire chacun dans une série un épisode avec une histoire complète pour les enfants, dessin animé, voilà. Donc formidable l'idée, mais en programmation c'est plus compliqué. Et puis finalement, ben, on a fait la série, quoi, voilà. Et la série s'est faite et de mémoire, je pense qu'elle a bien marché.
Voilà. Alors, la première fois que je rencontre Pierre à son bureau à 7h du matin, je n'étais pas vraiment habituée dans ce milieu, parce que tu commences plutôt vers 11h midi qu'à 7h du matin. J'arrive, je vois un homme en bras de chemise, sans doute prêt à me virer, parce que c'était une série qui était très compliquée, parce que qui changeait toutes les 5 minutes et qui ne s'adressait pas aux enfants. Donc c'était une case qui était très très particulière. Et en fait, Pierre, normalement, n'aurait jamais dû me recevoir parce que j'aurais dû être en face de l'étage dessin animé. Mais comme le dessin animé, on refusait absolument ce concept de série qui était typiquement française, qui avait qu'un français, parce que la BD, c'est français et belge. Et donc, je me suis dit, bon, bah, Pierre, qui a produit Tintin, va comprendre ce que je veux faire, quoi. Et donc, je suis arrivée dans son bureau et là, la femme qui nous présentait, parce que je pense que ça fait partie, moi, de mes grands souvenirs. C'était une relation de combattant, en fait, où Pierre me disait « Oui, mais alors, le petit chaperon rouge qui se passe en Afrique. » Et moi, je lui dis « Mais écoutez, monsieur, votre opinion personnelle, moi, ma mère, elle va détester que la Belle au bois dormant soit un gigolo et aille réveiller les princesses. Après, Cabu qui perdait son petit pousset dans Disneyland. Je dis « Mais moi, ma concierge va détester que le petit pousset soit... » Je lui dis « Voilà, chacun, c'est un concept. » Et Pierre, je voyais son œil s'allumer et il s'est dit « On va faire cette série. » Et en fait, grâce à Pierre, après, on est allé présenter cette série à l'étranger parce que le dessin animé coûte excessivement cher. Et voilà, on a embarqué des Allemands avec nous, le CNC. Alors ce qui est intéressant, justement, on parle quand même d'un projet qui est assez à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque. On parle de contes de fées qui sont complètement revisités. En plus, on travaille avec des dessinateurs de BD. On est quand même un peu éloigné du mode de production habituel. Du coup, pourquoi vous vous êtes dit « oui, on y va » alors que c'était quand même assez audacieux comme choix? Alors, oui, ça c'est une bonne question. Il se trouve qu'à certains moments de la vie, à certains endroits où nous nous trouvons, on a la possibilité de dire oui à des choses et de dire non. Voilà. Alors moi, j'étais un passionné de BD. J'avais fait pas mal de choses. Je connaissais bien le milieu de la BD. Bon. Et puis, la personnalité des gens est quelque chose qui me touche, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous emballent, et puis des gens qui vous ennuient. Hein. On est poli ici. Donc, et ça m'a emballé parce que le désir, la volonté très communicative est quelque chose qui est fondamental dans la création. Si on n'a ni désir ni volonté, il ne se passe rien. Et Valérie avait les deux et les choses se sont passées. Alors en plus, une fois que bon, quand on fait la télévision, on fait 40 séries par an. Chaque série, l'objectif, c'est de faire le plus d'audience. Hein, c'est ça, la cour de récré et la télé, c'est ça. Et donc, en même temps, on sait bien que toucher le plus grand monde, c'est une chose, et que l'important, c'est aussi pas le contact uniquement des spectateurs qui regardent, et c'est aussi son regard affectif, passionnel, curieux, qui fait qu'à un certain moment, il y a des programmes qui font tilt, quoi. La télé, c'est un robot à images, mais s'il n'y a que des trucs qui coulent, il ne se passe rien. Et la télé, de temps en temps, il faut qu'elle se réarme, hein, comme dit le président. Donc, ça fait partie de ces séries qui permettent de réarmer les choses, sans compter que la télévision offre souvent des choses étrangères, hein, américaines, japonaises, et que tout d'un coup, là, on était ébranlé par un projet français, quoi. Voilà. Et donc tout ça a fait qu'on met ça dans la balance, et dit bon, allez, on y va, quoi. Voilà. Et nous avons gagné le prix de la meilleure série européenne et nominé aux Emmy Awards contre la section dessin animé. Donc ça aura été un combat, parce que de faire bosser 26 auteurs, dessinateurs de bande dessinée... La vie est un combat. Hein. La vie est un combat, et c'est vrai que je l'ai fait en combattant, mais en m'amusant, parce que je pense que c'est très important. Et de faire travailler 26 messieurs qui sont habitués à travailler seuls dans leur chambre, et de les amener à ce que tout soit terminé 2 ans plus tard, ça aura été... mais je l'ai fait
vraiment en m'amusant. Et Moebius m'a téléphoné à la fin, il m'a dit « Mais Valérie, bravo, tu es une vraie guerrière ». Et moi, quand il m'a dit « tu es une vraie guerrière », je me suis dit est-ce que c'est un défaut parce que ma mère aurait pu me reprocher ça toute ma vie. Il m'a dit « mais non Valérie, c'est génial quoi, d'être une guerrière comme tu l'es, mais bravo ». Donc je suis sortie de là heureuse. Et en fait, c'est vrai que ce modèle, bon d'abord c'est vrai qu'on s'est éclaté, tous les auteurs des bandes dessinées ont été mais vraiment enchantés de gagner tous ces prix, ça a été... et en fait, c'est cette série qui m'a portée, qui me porte encore aujourd'hui, c'est-à-dire avoir un pied dans la tradition, les contes de fées, et que j'amène dans le 21e siècle à travers le regard des hommes de BD. Et de rentrer dans leur univers et de suivre l'écriture, et ça a vraiment été un enchantement, ça a été magique. C'est une production qui a dû durer 2 ou 3 ans à créer. Et voilà, c'était vraiment... Alors justement, on parle de processus de création. Vous avez mentionné ces auteurs de BD qui justement ont l'habitude de travailler en solitaire. Comment vous avez réussi à orchestrer tout ça? Parce qu'il y a quand même des timings, des plannings, et puis également une manière de travailler. Comment vous avez pu déjà, dans un premier temps, les convaincre de partir dans cette aventure, et puis ensuite, après, aller jusqu'à l'aboutissement du projet? Tu vas répondre, mais je vais quand même juste dire 2 mots avant. Une des qualités de Valérie, qui peut être un énorme défaut quand ça ne marche pas, mais quand ça marche, c'est des qualités énormes, c'est qu'elle est à la fois capable de concevoir quelque chose, elle est capable de le fabriquer, et elle est capable de le vendre. En général, dans tous les métiers de la vie, que ce soit dans le cinéma ou dans le foie gras, il y a des gens qui produisent, il y a des gens qui inventent, il y a des gens qui produisent, puis il y a d'autres gens qui vendent. Heureusement que ce n'est pas ceux qui gavent les oies qui vont vendre les foie gras, ça ne marcherait pas. Et Valérie, elle fait tout à la fois. C'est-à-dire qu'elle arrive à faire quelque chose qui, au bout du compte, est exactement ce qu'elle voulait faire. Alors le problème, c'est que si on se trompe à la première étape, on a peu de chances de rectifier à la deuxième et encore moins à la troisième. Mais quand on a tout bon à la première et qu'on travaille la deuxième et qu'on continue à travailler la troisième, c'est formidable, quoi. Et c'est un peu ça qui à mon sens, qui explique la personnalité et puis la réussite. Alors bon, on ne peut pas être réussite ici, mais, parce que c'est pas le plus important, c'est la création le plus important, mais elle est arrivée quand même à conjuguer ces 3 choses-là en même temps, et ça, c'est vraiment elle, quoi. Voilà. On voit d'ailleurs le lien avec le cinéma où justement pareil, elle est productrice, il y a les auteurs, réalisatrice, les producteurs et les distributeurs. Donc on voit en fait justement ce processus cinématographique qu'elle a réussi à appliquer dans le dessin animé aussi. Voilà, exactement. Non mais c'est ce qui m'a amené à créer dans Imer et Malta un process de travail qui est très particulier. Un pied dans la tradition, ces grands savoir-faire français que j'emmène dans le 21e siècle. Je me sens extrêmement bien dans ce grand écart en fait. Et je suis partie, j'ai créé Imer et Malta alors que le design industriel était à son apogée. Tout le monde ne parlait que de design industriel. Et moi je suis partie au travers la marqueterie de bois, puis la sellerie, puis le marbre que l'on amenait dans le 21e siècle. Enfin voilà, ça a toujours été... Et c'est ce combat, en fait, faire de l'innovation avec tous ces grands savoir-faire français qui est un peu mon moteur. Après, c'est évidemment travailler avec des talents. Et comme je suis habituée à travailler dans le monde du cinéma et de la télévision, pour moi, les œuvres sont collectives. Voilà, je détesterais travailler seule dans ma chambre. C'est vraiment de travailler avec des talents, de soi-même avoir une vision de ce dont on a envie, ce que l'on a envie de voir, et de fédérer tous ces talents et d'arriver. Donc je dis toujours, c'est comme si un peu j'étais productrice et réalisatrice. Les designers sont mes acteurs. Et les artisans sont vraiment l'équipe technique qui va faire que voilà, le film va avoir une couleur, va avoir un montage, va avoir... et c'est tout ça qui fait à la fin qu'il y ait une œuvre qui soit impeccable. Et d'ailleurs, on s'aperçoit en visitant l'exposition chez Christie's que en fait, chaque collection a vraiment une âme particulière et chaque collection est créée comme un long métrage en fait.
Comment vous oui, pouvez parce expliquer? que en fait j'ai eu, voilà, c'était ma formation pendant 20 ans et en fait j'ai eu la chance de rencontrer une femme qui est depuis restée une amie très proche, qui s'appelle Béatrice Salmon, qui était à l'époque directrice du musée d'Art Déco, maintenant qui est présidente du CNAP, à qui je racontais ma vie parce que tout ne se faisait pas facilement, hein. C'était vraiment un combat, amener le marbre, travailler avec des robots très légers, tout était très compliqué. Et quand je lui ai expliqué ma vie, un jour, elle me dit « Mais Valérie, personne ne travaille comme toi. » Alors je lui ai dit « Bon, mais ils travaillent comment les autres ?» Soit tu es galeriste, soit tu es designer, soit tu es artisan, et toi, tu es à tous les étages. Mais c'est parce que j'avais toujours bossé comme ça. Et je me souviens que Pierre, quand j'étais arrivée dans son bureau, il était très étonné parce que j'étais arrivée avec mon projet, des contes de fées revisités par les plus grands auteurs de bande dessinée. Et quand il me disait non, il pensait, comme les autres producteurs, j'allais « Ah non, mais attendez, j'ai un deuxième projet à vous présenter. Ah puis non, puis un troisième. » Moi, j'en avais un et il n'était même pas question qu'on ne fasse pas ce projet que je trouvais génial et que je trouvais que cette idée voilà, que j'avais eue en y réfléchissant pendant peut-être des semaines, des mois, à conjuguer justement la tradition avec le 21e siècle, voilà, avec des petits scénarios à chaque fois composés avec le dessinateur. Et ces dessinateurs de BD, le fait que le projet soit porté à la télévision, est-ce que du coup ils se sont un petit peu adaptés à votre manière de faire? Est-ce que vous avez dû faire de la pédagogie? Comment ça s'est passé en fait cette collaboration? Est-ce que tu veux... Oui, d'abord ce qui est étonnant, c'est que tous ces dessinateurs de BD que tu avais contactés, c'était tous des stars, quoi. Moebius, c'était le numéro 1, Druillet, le numéro 2, et Cabu aussi, il y avait qui d'autre? C'était tous des vraies vedettes, quoi. Donc normalement, quand une vedette arrive quelque part, elle n'est pas précédée par une Valérie qui arrive en courant, en gesticulant, elle s'impose toute seule. Mais ce projet ne se serait pas fait qu'avec ces vedettes, il ne se serait pas fait parce que l'intérêt du projet, c'est précisément de mélanger non seulement ces vedettes, mais le projet lui-même, le concept et la cible. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et ça s'est fait, s'il n'y avait pas eu Valérie, j'aurais jamais reçu dans mon bureau Moebius, Druillet, pour faire un projet avec eux. Jamais je l'aurais fait, ça n'arrive pas. C'est Valérie qui a monté ça. Et ils n'y croyaient pas, parce Moebius m'a dit « Mais Valérie, on n'a jamais vu un homme de BD réussir à faire quelque chose avec le monde de la télévision. » Parce que moi je sais pourquoi, parce qu'ils sont incapables de tenir un timing, ils sont incapables de construire. Cabu, je suis restée... Un jour, je suis arrivée chez lui, je dis « C'est simple, Cabu, je ne pars pas de chez toi tant que tu ne m'as pas fait mes 10 planches. » Et donc, je me suis assise chez lui de 8h du matin à 20h le soir, jusqu'à ce qu'il me décide, tu vois, là, j'ai besoin du petit pousset avec son papa qui est devenu Mickey. Donc, tu me dessines ça. Maintenant, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Et en fait, par exemple, il y avait un auteur de bande dessinée qui s'appelait Gaëtan Libérateur, tu te souviens, et qui avait une vie de fêtard née, et lui, je savais qu'il fallait que je bosse avec lui tout en haut de la fiche pour être sûr de le retrouver tout en bas dans la livraison de ses dessins. Donc voilà, ça a été comme un grand jeu hyper créatif, et voilà, c'est comme ça que... Mais moi j'avais produit une série avec Philippe Brouillet qui s'appelait L'Enfant Bleu pour la télévision, et donc là, on avait produit ça, il y avait le projet, et on ne s'est pas du tout occupé de la façon dont ça fonctionnerait. Et ça n'a pas très bien fonctionné parce qu'effectivement, Philippe Drouillet, il ne s'est pas coulé dans le moule, il n'a pas fait ce qu'il fallait pour être embarqué dans le projet, quoi. Il restait extérieur. Ouais, donc là, il fallait tous les embarquer, embarquer 26 bonhommes, il y avait peut-être une femme, Florence Sestac. Parce que c'est aussi un métier essentiellement d'homme. Mais tout s'est passé merveilleusement bien. Il n'y a pas eu un mot plus haut que l'autre. Tout le monde s'est vraiment éclaté à faire cette série. On ne s'est pas envoyé les huissiers, les avocats. Non, on n'a pas eu de huissiers, on n'a pas eu d'avocats. Oui, parce qu'effectivement, le projet était quand même ambitieux et assez coûteux. C'était compliqué, c'est un truc compliqué, parce que à chaque fois, pour chaque épisode qui durait pas 5 minutes, il fallait refaire tout. Il faut repartir à zéro. Alors que l'intérêt d'une série, c'est que ça se reproduit toujours pareil. C'est pour ça qu'on fait des séries d'ailleurs. Là, c'était le contraire d'une série et en même temps, ça a su créer une fidélisation, c'est-à-dire que les enfants qui avaient trouvé leur plaisir dans un épisode regardaient le deuxième. Merveilleux. Voilà. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot par rapport justement à cet univers des métiers d'art? Comment vous avez fait le bond entre le cinéma, la bande dessinée et les métiers d'art?
Je pense qu'on a raconté un peu justement de ces métiers d'art que je porte dans le 21e siècle, accompagné de toute une équipe de talents et qui fait que ces collections sont assez exceptionnelles. C'est ce que je dis depuis que je suis ici. On a fait 5 ou 6 collections qui représentent une centaine de pièces. 65 ont été montrées dans les musées, 25 ont été achetées par les musées. Parce que les musées suivent depuis le départ ce process qui est totalement particulier, quoi, où effectivement je reprends tout à zéro, je pars de la marqueterie, après ça va être de la tapisserie d'Aubusson, et c'est comme un film, quoi. On part d'un tout petit scénario, une ligne, par exemple Aubusson, la montagne, et après chaque pièce a son scénario, et une fois que la série est terminée, on repart sur une autre histoire qui va être la marqueterie de bois. Donc c'est quelque chose de très divers. Et c'est vrai que moi j'étais habituée à ça, parce que quand on travaille sur un film, on travaille 4 ou 5 ans sur un projet, et après on repart sur autre chose. Et je pense que j'aime bien partir dans le noir et commencer à découvrir voilà, ce qui va se passer, comment je vais l'aborder, comment je vais le faire. C'est une manière d'avancer très organique. Alors vous l'aurez bien compris, chaque collection est un court-métrage ou un long-métrage. Et donc du coup, on vous invite du 18 au 22 janvier à découvrir l'exposition. Vous allez en avoir plein les yeux. Vous allez voir des matières, des structures, des univers, des couleurs, des sensations. Et on espère vraiment que vous allez pouvoir repartir d'ici avec cet univers de Valérie Maltaverne, Imer et Malta. Qui sera inspirant pour vous et que bien sûr vous aurez envie de vous y plonger. Est-ce que vous avez des questions peut-être à Valérie Maltaverne ou bien à Monsieur Jaume? Avez-vous des questions? Alors juste, moi c'est peut-être parce qu'on avait parlé justement que nous allions parler de ce petit tabouret qui raconte exactement, c'est-à-dire qu'en fait il y a toujours un scénario derrière chaque pièce. Et à l'époque, je travaillais avec Rémi Le Fur, d'où le Imer, c'est le Rémi à l'envers de Imer et Malta, parce que je m'appelle Valérie Maltaverne. Et nous travaillions à l'époque avec un designer qui s'appelait Cédric Rago. Et Cédric Rago ne cessait de me répéter: Valérie, je suis un designer industriel, j'ai besoin que tu me dises ce dont tu as envie. Et en fait, ça m'a obligée à formuler mes envies. Et avec Rémi, on parlait de l'appui-tête africain qui serait mêlé à un tabouret japonais. Et on parlait de la queue de Haronde, ça spécialement parce que c'était Rémi qui est toujours un grand commissaire-priseur, et c'était la méthode pour assembler les pièces, qu'il n'y avait pas de clous à l'époque, de la queue de Haronde. Et en fait, c'est ce mélange de ces 3 idées qui ont fait naître le tabouret Beaune. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée et merci d'être venu. Merci à vous.